semble être typiquement néolibéral, c'est-à-dire au fond, il n'y a pas de passion pour l'État de la part des néolibéraux, loin s'en faut. L'État ne disparaît pas, mais en tous les cas, il est moins important. Par contre, il y a cette idée d'une contrainte intériorisée. Alors souvent, bon, on me dit tout ça, c'est un petit peu abstrait. Et si vous voulez bien, je vais développer un exemple qui me paraît tout à fait révélateur de cela. Dans l'idée des néolibéraux, la société, elle est faite d'informations. Nous passons notre vie à récolter des informations. C'est le but de l'homme économique, c'est de récolter des informations sur quoi? Sur l'opportunité de faire tel investissement, sur l'opportunité d'entrer dans telle relation, pourquoi pas amoureuse, sur l'opportunité de prendre un risque ou pas pour sa santé. Bref, la société est faite d'informations. Le grand pape du néolibéralisme dans le domaine économique, qui s'appelle Hayek, il a eu le prix Nobel d'économie. D'ailleurs, il n'y a pas de prix Nobel d'économie, il y a un prix Nobel de la banque de Suède, c'est pas pareil. Enfin, ils se sont autonomés prix Nobel d'économie. Et il s'appelle Hayek et il explique qu'au fond, il a inventé quelque chose d'un peu étrange, mais qui a beaucoup d'influence sur nos vies, je crois. Je vais essayer d'en prendre un exemple qui va le montrer. Il a inventé une méthode tout à fait géniale. Hein. Ce sont des penseurs grands, je ne sais pas, mais en tout cas très efficaces. La cybernétique, expliquant que, encore une fois, la société s'était fondée sur la récolte d'informations, la vigilance permanente, parce qu'évidemment, chaque individu est tenu de récolter le maximum d'informations pour savoir comment agir de manière rationnelle. Et il a une théorie, c'est là où je viens avec mon exemple, qui à mon avis, j'espère en tout cas, éclairera les choses. Hayek a eu le prix Nobel d'économie en particulier parce qu'il a une théorie tout à fait originale du prix, le prix d'une marchandise. En économie, souvent la question qui se pose, enfin c'est la question économique, il n'y en a pas finalement beaucoup d'autres, c'est comment expliquer qu'on puisse associer à une marchandise donnée un prix, un nombre à une chose matérielle. Hein. Prenons les exemples de marchandises matérielles, c'est plus simple. Et évidemment, il y a eu quantité de théories pour expliquer le lien entre quelque chose de concret, de quelque chose qui a été fabriqué ou pas, en général fabriqué, et puis une pure donnée monétaire qui en plus évolue avec le temps. Bon. Alors certains ont dit que c'est lié à la valeur d'usage. Plus une chose est utile et plus, évidemment, elle a de prix. Ça ne tient pas 2 secondes économiquement. Marx a expliqué c'est la valeur d'échange, c'est-à-dire c'est le temps de travail qu'il a fallu pour produire cette marchandise qui explique son prix. Bon. Les néolibéraux, ont une théorie beaucoup plus simple qui renvoie à ce que j'ai dit. Le prix, ça n'a aucun rapport avec la marchandise, aucun. Ni avec sa valeur d'usage, ni avec sa valeur d'échange. Ça a un rapport au sens où c'est une information. C'est une information pour savoir s'il faut l'acheter, la marchandise, ou la vendre. S'il faut attendre, ou s'il faut, se jeter sur elle, si je puis dire. Alors prenons un exemple qui va clarifier ça. Dans cette salle, je pense, et plus personne en France n'est capable de donner l'idée, même approximative, de ce que coûte un billet de train entre, mettons, Mulhouse et Paris. Compte tenu du fait qu'il va évoluer du simple au quadruple, on va se retrouver parfois en première classe en ayant payé 3 fois moins cher que quelqu'un d'autre qui va se retrouver en seconde, et que du jour au lendemain, enfin bon, tout cela est connu, et ce qui vaut pour le train vaut pour beaucoup de choses aujourd'hui, le prix va évoluer. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que le prix du billet de train, ça n'est rien d'autre d'un billet de train, comme de beaucoup d'autres choses, qu'une information pour savoir s'il faut partir ce jour-là, à cette heure-ci, prendre son billet de train sur Internet 6 mois à l'avance, comme un être postmoderne et branché, ou aller au guichet de la gare 2 jours avant, comme un inénarrable ringard dépassé par les événements. Et alors, ça produit quel type de sujet, là? C'est là que je retrouve mon sujet, j'ai fait un petit détour. Des sujets vigilants. Des sujets dont dont la fonction principale, ou plutôt une grande partie de notre temps, consiste à récolter des informations, à essayer d'être dans des formes d'investissement, parce que ce qui vaut pour les prix vaut aussi, selon Hayek et selon les néolibéraux, pour la vie intime, pour le droit aussi. Hein, par exemple, c'est la question du droit et la question économique, c'est la même. Comment expliquer que tel crime est associé à tel montant d'années de prison? C'est le même problème. Donc ouais, c'est totalement abstrait. On pourrait dire effectivement, mon Dieu, entre tuer, on prend tous des choses extrêmes. Entre voler, un banquier ou bien voler un pauvre. Bon, enfin, on peut rentrer dans des métaphysiques. Au fond, les néolibéraux n'aiment pas trop la métaphysique. C'est très compliqué. Autant dire que, au fond, le droit, c'est comme le prix ou la peine, c'est comme un prix. C'est une information relativement au risque
encourus si jamais on décide de voler, de tuer ou d'être délinquant. Et on a des exemples très concrets là, hein, et là évidemment on est plus proche des questions sécuritaires. Par exemple, la guerre contre la drogue aux États-Unis. Michel Foucault explique ça très bien. Le philosophe Michel Foucault, la guerre contre la drogue, ce qu'on a appelé la guerre contre la drogue en 1950, elle a donné lieu, je prends cet exemple parce que c'est sur ce modèle-là qu'a été pensée la guerre contre le terrorisme aux États-Unis et en France aujourd'hui. On a considéré, à juste titre, que le niveau atteint par l'économie souterraine de la drogue était tel qu'il mettait en danger l'économie officielle, celle qui diffuse les informations comme il faut, enfin l'économie officielle, et que donc il fallait prendre des mesures extrêmement virulentes pour la combattre. On n'a pas décidé ça parce que du jour au lendemain, on s'est rendu compte des méfaits hygiéniques, je dis tout de suite, des effets immoraux de la drogue. Hein. Donc c'est là qu'on a construit le mur entre les États-Unis et le Mexique. Hein. Il y a un candidat récent qui a été élu d'ailleurs, qui en a reparlé. C'est à ce moment-là qu'on l'a construit, et pour cette raison-là, qu'on a mis en place toutes les politiques dites de smart border, c'est-à-dire l'idée que l'on va égrener par la biométrie. La biométrie naît de la guerre contre la drogue. La biométrie pour savoir comment passer les frontières, qui a le droit, qui n'a pas le droit. Et surtout, on a fait ce que préconisaient les néolibéraux, c'est-à-dire des peines dites dissuasives. Donc se promener avec une barrette de shit à Los Angeles, ça vaut quasiment 20 ans de tôle ferme. Bon. Évidemment, personne ne dit de manière, ne pense, enfin si peut-être, mais assez peu de gens pensent de manière raisonnable que la consommation de drogue douce, ça vaut 20 ans ferme. Par contre, on imagine que l'homme étant un être rationnel, eh bien, comme on veut vraiment éradiquer ce phénomène, eh bien, il comprendra. Ça a mené à cet exemple fameux. Peut-être vous en souvenez-vous, certains, je ne sais plus, peut-être il y a une dizaine d'années, la fameuse loi, au bout de la troisième récidive, c'était 8 ans de prison. Et donc, jusqu'au jour où un jeune homme, californien, noir, c'est souvent le cas aux États-Unis en prison, a volé un bout de pizza. Et manque de peau pour lui, c'était la troisième fois qu'il volait un bout de pizza. Avant, il a peut-être volé un croissant. Hein. Et il a été mis en prison pour 10 ans ferme. Alors, ils sont un peu revenus en arrière. Bon, ce que je voulais dire par là, c'est que cette idée que nous sommes dans des néolibérales, nous sommes dans des sociétés qui sont fondées sur des informations. Et ces informations doivent orienter la conduite des individus dans le sens de calcul rationnel, conduite normale, etc. Eh bien, cette idée-là, qui apparaît, peut-être comme évidente, ou comme tout à fait, en tout cas, démocratique, à mon avis, enfin, c'est l'hypothèse de ce livre, elle explique pourquoi, en partie du moins, elle explique pourquoi ces mesures assez, en termes juridiques, assez, pas liberticides, mais enfin en tout cas qui limitent largement nos libertés, sont acceptées, parce que nous sommes habitués à cette... nous sommes en quelque sorte, non pas contraints, mais en tout cas nous sommes invités constamment à regarder le monde avec les yeux du calcul, avec les yeux de la meilleure opportunité, du rassemblement d'informations maximum, et avec donc l'idée aussi de dangerosité, de concurrence généralisée. C'est le dernier point, après je m'arrête, je suis déjà trop long. Évidemment, l'un des ressorts du néolibéralisme, c'est la mise en concurrence généralisée des vies individuelles, et puis des entreprises, enfin de toutes choses, quoi. Bon. Évidemment, la concurrence, elle est hyper rationnelle dans ce modèle-là. C'est pas le modèle du conflit guerrier moyenâgeux ou même encore aristocratique. C'est une concurrence relativement, disons, aux parts de marché que l'on peut se faire dans la vie. Je répète, j'insiste beaucoup sur ce point, dans le domaine économique, mais parts de marché aussi dans la vie amoureuse, dans la vie affective, dans la vie intime. Bon. Alors, ce système de concurrence généralisée, évidemment, il n'est pas spécialement fait pour que les individus regardent leurs alter-ego de manière particulièrement confiante. Et souvent on dit l'un des ressorts de la politique, des politiques sécuritaires, c'est uniquement du point de vue de l'État. Bon, certainement que l'État y contribue, c'est même évident, l'État néolibéral. Mais il y a aussi intériorisé l'idée que l'autre représente un danger potentiel parce qu'il est un concurrent potentiel. Et on voit ça lorsqu'on voit que
le migrant est regardé comme un concurrent potentiel par l'immigré légal, que l'immigré légal est regardé comme un concurrent potentiel sur le marché du travail par le chômeur, qui lui-même est regardé comme un concurrent potentiel par le smicard, qui lui-même est très mal vu par l'employé un peu plus haut que le SMIC, qui lui-même déteste évidemment les fonctionnaires qui ne risquent pas de perdre leur emploi. Donc il y a cette espèce de vigilance, je dirais au sens large, mais qui est quand même à mon avis importante sur le fait, au fond, de calculer chaque fois si la place que l'on a, c'est bien la place que l'on mérite, et si la place que l'autre a n'empiète pas un peu trop sur notre place, qui à mon avis est une explication au moins aussi importante du fait qu'on accepte ces politiques généralement sécuritaires, que simplement, comme on l'explique d'habitude, et c'est une part de l'explication que je ne nie pas, mais autant apporter une explication qui est peut-être plus originale que simplement les risques effectifs réels que je ne nie pas, mais qui, à mes yeux, on pourra y revenir si vous le voulez, en particulier puisque c'est cela dont on parle le plus souvent, le terrorisme, ce genre de mesures, y compris l'état d'urgence, n'y répond pas, parce que c'est quand même le plus formidable. Il y avait dans Libération une étude qui expliquait que l'état d'urgence n'avait, somme toute, même des députés tout à fait favorables à son maintien, expliquait que c'est symbolique. Bon, ça n'a apporté strictement aucune espèce de résultat si comment dirais-je, une enquête, même pas une mise en examen pour l'instant, une enquête. Mais pourtant, on maintient cette idée, on maintient cette procédure. Donc il y a une évidence sécuritaire. Et au fond, c'était ça le propos de ce livre et de ce long développement-là, c'est d'expliquer que cette évidence, elle est peut-être un peu plus loin ou un peu décalée par rapport au lieu où on la met, qu'en général on dit c'est la peur du terroriste, la peur de l'autre, oui, mais un type très particulier de peur, une peur en quelque sorte intériorisée par le fait que nous sommes en permanence en recherche de garanties ou d'assurances. Alors,